Et on va avoir vraiment l'extrême honneur d'accueillir Kevin Pike qui va nous parler justement des effets spéciaux et surtout de la Delorean, de la création et autres. Et croyez-moi, il est très friand, d'après ce que j'ai compris, des questions du public. Donc si vous avez des questions pour lui, vous n'hésitez pas à lever la main. Je parle pour Romain Oulès qui est parmi nous, qui n'hésitera certainement pas à lever la main. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de l'accueillir comme il se doit sous un tonnerre. Alors je sais que c'est difficile puisque nous sommes un peu moins que tout à l'heure, puisque là le salon est en train vraiment de se vider. Mais franchement, accueillez-le comme il se doit. S'il vous plaît, messieurs, dames, Kevin Pike. Et Sarah aussi, applaudissez Sarah qui sera notre traductrice. Kevin. Ah, ça fait du bien. Donc voilà, je vous le dis, c'est vraiment... Moi, je suis assez heureux, très heureux d'accueillir Kevin Pike ici, sur cette scène du Paris Manga, puisque, comme tout le monde, on a tous grandi avec ces films. Je vais être franc avec vous, on va parler de Delorean, mais cet homme a travaillé sur de nombreux films que vous connaissez, que ce soit Les Dents de la Mer, Jaws ou Jurassic Park. Vous voyez, il y a Ed Wood, il y a les Indiana Jones. Il a un tableau de chasse qui est juste fantastique. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez une question, en fait, vous levez la main et il se fera un plaisir, Kevin se fera un plaisir de répondre aux questions. Je vais commencer par une première question. Je voudrais savoir ce qu'il a amené au cinéma, aux effets spéciaux des cinémas. So the first question is, what brought you to start in the movie industry? Okay, so the question was, how did I get started in the movie industry? I got a job working as a busboy in a restaurant in Martha's Vineyard in April of 1974. And one night, a party came in of 6 gentlemen, and they were really having a good time. And I started listening to what they were talking about. And they were talking about movies that they had worked on. And I said, oh, something's happening here. And when they left, one of the gentlemen left a valise, an attaché. See, that's French. Yeah. And then, and left it under the table. And I ran out with it, and I said, did anybody leave this? I know who left it. And he said, oh my God, don't you realize what's in there? You saved my life. And I said, I didn't look in your bag. He says, in there's storyboards. You know what storyboards are, son? It's when you make a movie, you make a cartoon of what you're gonna do. And I said, are you going to make a movie? He said, we sure are. And I said, what's it about? And he said, it's about a shark that's gonna eat your whole island. And 3 days later, I got hired on Jaws, April the 18th, 1974. On va parler des Dents de la Mer. Donc, comment la question était comment il est rentré dans le milieu du cinéma. Donc, il a dit qu'un de ses premiers jobs, en 1974, il travaillait dans un restaurant. Et en fait, des gens sont arrivés, et il commençait un peu à écouter les conversations, et il entendait que ça parlait un peu de film, et il était intéressé par la conversation, et quand ces personnes sont parties, une personne avait laissé un attaché avec sans doute quelque chose de très important dedans, donc une petite malle, et il l'a récupérée, il a vite couru dehors pour leur rapporter, et donc la personne l'a vraiment remercié en disant tu sais vraiment que tu viens de me sauver la vie parce que tu n'as aucune idée de ce qu'il y a dans cette petite mallette. Et il s'avère que c'était donc storyboard, donc il a expliqué que c'est avant de faire un film, on fait en fait comme une petite BD de ce que sera le film. Donc c'était le storyboard des Dents de la Mer. Donc il lui a demandé est-ce que ça te parle, est-ce que ça te dit quelque chose, les films, et donc c'est comme ça qu'il a eu après son premier job en avril 1974. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une question pour Kevin? N'hésitez surtout pas, si vous avez une petite question, vous levez la main, il se fera un plaisir d'y répondre. Il y a une question? Oui?
Bonjour. Oui, ça. Ça fonctionne, ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Est-ce que la régie, on a un souci de micro? Non, 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 attendez, on va... Tac, merde, prends-le bien. On a un petit problème, c'est bon? Parle dedans. Hello, nice to meet you. I just wanted to know how it was for you to work on Jurassic Park 3 and what was the extent of your work on this amazing movie, please. Thank you. I got hired to work on Jurassic Park 3 as the pyrotechnic supervisor. And there's a lot of things in Jurassic Park 3 that you don't realize that require pyrotechnics. You remember when the plane blew up and it was testing the rifle and they blew that plane sitting still? That was a big explosion. But a lot of the other work is mechanical trips that open and close. And sometimes you can't get the cable there to release it. So you run an electric wire and you fire a pyrotechnic squib, and that will release what you want to do. So for instance, when the fuselage of the plane went rolling down with everybody in it, that was all backed up on a cable, and then we cut it with a pyrotechnic device, and it rolled down. And when trees were falling on cue, right spot every time, that was all done pyrotechnically. All the end scene where we made the water catch on fire, which is pretty hard to do. It's all water, but what we did was we got compressor tanks and we filled it with flammable fluid that was compatible to the condition of the water. And we put that underneath the water and we made a little spring pop up, like a gardener sprinkler. And so we had that all wired. So when we knew that they wanted to start the fire and shoot that flare, we pressed the button, all the little heads came up above the water, they sprayed out that flammable fluid, and when he shot that mortar, which was a live round, it hit that flammable fluid and lit up everything. That was a big scene too. Ok, bon, la question était comment était son expérience pour Jurassic 3 et quelle était l'ampleur de son travail dans ce film. Il a dit donc qu'il a été embauché pour être tout ce qui était gestionnaire de tout ce qui est pyrotechnique. Et en fait, on ne se rend pas compte l'énorme travail qu'il y a derrière ça, surtout dans ce film. Il y a énormément de scènes qui avaient besoin de pyrotechnie. Donc il a expliqué en fait beaucoup de mécanismes pour chaque scène. Donc il y avait une scène avec un avion qui prenait feu. En fait, ça va être tout un mécanisme spécial. Et tout ça, c'est vraiment grâce à la pyrotechnie qu'on peut avoir des scènes pareilles. Une autre scène où c'était en fait où l'eau devait prendre feu. Ils ont utilisé de l'essence inflammable, de l'essence. Et en fait, c'est des petits tuyaux, des petits arrosages automatiques. Quand c'est enclenché, toute l'essence va être répandue. Et là, ils enclenchent juste une petite flamme, un déclencheur, et toute la scène prend feu. Et tout ça, c'est grâce à la pyrotechnie. Donc c'est super important dans beaucoup de films. Thank you, Kevin. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Moi, je voudrais poser une question à Kevin par rapport à la Delorean. C'est vrai que maintenant, on le sait tous, on connaît l'image de la Delorean, cette voiture qui fait très futuriste pour les années 80 et autres. Mais à l'époque, quand ils sont en discussion justement pour Retour dans le futur, est-ce que c'était leur premier choix, la Delorean? Est-ce qu'il y a eu d'autres choix avant pour créer cette machine à remonter le temps? Et pourquoi justement la Delorean alors? So when you were talking during the creation of the Delorean in Back to the Future, what were the other ideas before the Delorean? Was this the first choice,
or like you knew directly you wanted to do this, or? This is the history of the DeLorean and where it came from. You can watch other time machine movies, and you can watch the Time Machine, H.G. Wells, and remember the guy had to go back in time and move the chassis of the sled over, and then he could go forward in time again. And then in time after time, you can see that the time machine goes out cold and it comes in hot. So when Bob and Bob were thinking of all these ideas, they were studying every time machine movie. And they said, well, we just need this bit of plasma, a plasma energy that we can have. And then they had to figure out how they were going to carry it. And so they said, well, let's put it in a cooler. And then they said, no, that's not big enough. It doesn't make it dangerous enough. And they said, let's put it in a big refrigerator. And then Steven Spielberg said, no, because kids are going to get into this refrigerator and injure themselves. So they said, well, we definitely need a vehicle that we could strap it on the back and we could go places. And they thought that it would be a good idea to take the plasma to Los Alamos, where you saw Oppenheimer, where they set off the bomb, and they went there for the residual uranium rays or something. And so that started sounding really goofy. And then they wrote the scene about the car smashing into the barn and looking like an alien spaceship. And so they thought, well, we should get a car that's metallic looking. And then they said, well, let's get something that's spacey looking. And then someone said, how about a Mercedes-Benz 300 SL with the gull-wing doors? And then somebody said, that costs $300,000. And then somebody said, John DeLorean's in jail. All his cars are cheap. And right away, wham! And the next day, I had 3 DeLoreans come into my driveway, ready to go to work on. One cost $18,000, one cost $15,000, one cost $12,000. And that's how it became a DeLorean. Donc, on rappelle la question, c'était est-ce qu'il y avait d'autres idées? Comment est venue la DeLorean qu'on connaît tous maintenant? Donc il a dit que les créateurs en fait ont passé une bonne partie de leur temps à regarder tous les films, les séries à propos de machines à remonter le temps, tout ce qui était possible. Et donc, il y avait déjà plein d'idées, plein de choses qui avaient déjà été créées par rapport à ça. Donc ils se sont inspirés de ça d'abord, après ils se sont dit pourquoi pas mettre ça dans un frigo, parce qu'en fait c'est toute une histoire de plasma il faut trouver un endroit où le plasma ne va pas exploser, faire fondre le lieu. Donc ils ont parlé d'un frigo, puis ils se sont dit c'est pas assez dangereux, ils se sont dit peut-être pourquoi pas un congélateur, mais ils se sont dit c'est dangereux. Moi, Steven Spielberg a dit c'était dangereux parce que les enfants pourraient avoir l'idée de se mettre dedans et donc c'est pas une très bonne idée. Et ils se sont dit bah pourquoi pas un véhicule. Et ils ont continué à chercher. Et là, quelqu'un a trouvé en fait une référence de voiture, un modèle de voiture. Mais ils se sont dit, mais ça va coûter extrêmement cher. So how much were they, like at the beginning, the price of the car? The first one, you said. The first car was a Mercedes Goldwing from 1955, and it was rare. But it had gull-wing doors on it. It was $300,000 at the time. Et donc c'était la voiture qui s'ouvrait, les portes s'ouvraient, donc c'était vraiment une voiture très rare et donc qui coûtait super cher. Mais c'est là où en fait ils ont entendu parler donc de DeLorean, qui était à cette époque-là en prison. Donc on leur a dit mais prenez ces voitures-là, le prix va être ridicule s'il est en prison. Et c'est comme ça que quelques jours plus tard, il s'est retrouvé avec 3 DeLorean dans son atelier pour essayer de trouver. En fait, ils se sont dit mais on veut un véhicule un peu futuriste, un peu argenté.
Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui la Delorean qu'on connaît. Alors, est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, une question dans le... Ah, voilà, une question de madame pour Kevin Pike, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. J'ai une question sur le film Moonwalker avec Michael Jackson. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui avait été le plus difficile à tourner, sachant que oui, c'était assez impressionnant pour l'époque, les effets spéciaux qu'il y avait dans le film avec les différentes transformations, robots, tout le reste. Merci. Okay, so the question was in Moonwalk, what was the most difficult scene to shoot? On Michael Jackson's Moonwalker, we started on the film called Smooth Criminal. Michael invited me up for breakfast at his house along with Ron Howard and another visual effects guy, and said he has an idea for a short film, and he said he wanted to know if we would work on it. And he hired me because he liked Back to the Future. So we went up there, and it ended up, Michael and I were working out the ideas of what he really wanted to do. And we worked on this idea of he would escape, he would transform somehow. And that became a short film. And they spent a lot of money and they did all these effects on it and things like that. One of the parts that was a big element was the car. Michael found a car in a book that the kids liked, and it happened to be only one car in the world, and it was in Torino, Italy. And I looked all around Hollywood for a good car that he could use, and he said, no, I want that car. So I flew to Torino, Italy, got a Carneata to ship it, got Lloyd's of London to assure it for $600,000. I loaded it on a plane that was part truck and part passenger plane and flew it back to my shop and unloaded it. And then I called Michael and I said, your car's here, come and get it. Donc la question c'était pour Moonwalk, qu'est-ce qui était la scène la plus compliquée. Donc il dit que tout a commencé avec Smooth Criminal, où à un moment ils se sont retrouvés pour manger avec le chef des effets spéciaux. Et Michael lui dit j'ai une idée de film de court métrage, et il le connaissait, il adorait, donc il l'a contacté parce qu'il adorait Retour vers le futur. Et en fait, donc, ils ont commencé à parler de toutes les idées qu'il avait, et surtout, il voulait dedans une voiture en particulier. Et donc, Kevin a essayé de chercher un peu des similitudes un peu partout là où il pouvait trouver. Mais Michael voulait vraiment une précisément. Et donc, il a dû aller la trouver, il a dû aller en Italie pour la trouver. Et il a dû surtout la ramener, donc ramener la voiture jusqu'à son magasin en avion. Donc, comme vous pouvez vous douter, ça a encore coûté une fortune. Thank you. The other part of Smooth Criminal that is always something I get a lot of questions about is when the dancers were dancing and they all leaned over and they all stood up. Everybody thinks that it was a nail in a shoe and he just put his foot in the shoe. That's not how it happened. The wardrobe people came to me about having him do this idea to lean over and come back up. And I said, well, that shoe's a low slipper. He'll just slip out of it. And they're thinking about putting frames on his legs and stuff like that. I said, forget that. We'll put him in fly belts. They all had tight shorts, and they had little rods that stuck out on each side near the hips, and it had piano wire which was properly tied, and then the glistening is taken off of it, and it went up into the permanence to like a big hanger out of iron, went to a cable that went over the top of camera and went down to a block and fall, a pulley, 5 to 1, and we had 5 guys out there. I had Michael, and they could slide onto the bowl because I said only give them one shoe and one bowl. We had 2 wires on each hip. So then I just
when they started to dance and they started to lean down, we just let out the line. And then when it's time to come back up, we pulled the line and it came back up. And we rehearsed it, and we did it in 3 takes, and everybody was safe, and they're still trying to figure out how we did it. That's all. Et il voulait ajouter quelque chose, il voulait, souvent on lui pose beaucoup de questions dans Smooth Criminal dans le clip, et là il expliquait le mécanisme. Beaucoup de gens pensent que c'était, vous savez, quand les danseurs se baissent et se remontent, il disait que les gens pensent souvent que c'est parce qu'il y a quelque chose dans les chaussures pour leur permettre, les chaussures bloquées pour leur permettre de se baisser, mais il disait comme quoi, quand l'équipe de costume est venue le voir, elle lui a proposé ça comme idée, il a dit non, ça va pas fonctionner en fait, parce que les chaussures, ça va glisser et ça va pas être efficace. Donc ils ont dû trouver une autre solution. Et donc il expliquait que là, ils ont utilisé des câbles de piano, parce que super résistants. Et ils ont en fait attaché au niveau de la taille, donc ils en avaient un à chaque, au niveau des hanches. Et donc c'était accroché au-dessus d'eux, mais le câble était relié au niveau de la caméra. Et en fait, il y avait 5 gars qui devaient s'occuper. Lui en particulier, il tenait les câbles de Michael. Et en fait, quand les danseurs commençaient la chorégraphie, à ce moment-là, ils baissaient le fil. Et après, hop, quand les danseurs avaient fini, ils remontaient le fil. C'était toute une organisation spéciale. C'est une super anecdote, hein, parce que pendant des années, on a tous cru, d'ailleurs, c'est un peu la légende urbaine, qu'il avait des genres de petits trucs en dessous des chaussures et qui s'agrippaient, en fait, à un genre de mécanisme où il restait bloqué, et c'était avec ses abdos qui descendaient. Alors pas du tout, là c'est vraiment... Moi je l'apprends ce soir, en tout cas, peut-être comme vous, je savais pas du tout qu'il était harnaché, en fait, finalement, et qu'avec des cordes de piano, eh bien, on le laissait tomber, on le remontait. Là, c'est vraiment une belle anecdote. What we did was we gave Michael the freedom to be very fluid with his dancing. So they could dance and then just slide on the one peg and let him back up. And then step off and continue dancing. And it was really a fluid bit of business. Grâce à ça, ça a pu permettre à Michael de lui laisser une totale liberté au niveau de la chorégraphie, parce qu'en fait, il pouvait vraiment danser comme il voulait, et puis après, hop, il savait juste à baisser le câble, le monter, le redescendre, et il avait quand même toute liberté pour faire vraiment sa chorégraphie. On peut applaudir, s'il vous plaît, Kevin, pour cette belle anecdote, je pense, vraiment. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît, dans le public? Oui? Oui, bonjour. Quand vous travaillez avec Steven Spielberg ou Robert Zemeckis, est-ce que vous avez déjà le pressentiment, par exemple dans Jaws ou Rencontre du troisième type, Retour au futur, que vous participez à un futur chef-d'œuvre? Est-ce que c'est un truc qui se ressent sur le tournage? Ou est-ce que c'est la surprise? Est-ce qu'on s'attend à ce que notre travail révolutionne le monde du cinéma? Ou c'est à chaque fois une nouvelle surprise? Okay, so when you had to work with, like for example, Spielberg, or the producers and everything, do you always know that it is going to be a big TV or series or show? Do you always know that it's going to be great? It's going to be impact. It's going to work. I've had the pleasure of working with some of the top directors. I've done 20 projects with Spielberg, Amblin, or DreamWorks in greater or lesser degrees. You always know that it's going to be a good project, regardless of who's involved, when you read the script. And you read the script and it makes you happy. And if it does, then you know it's going to be a good movie. I remember the first time I read Back to the Future. I thought this was the best thing that's ever happened. And we had a great team and they made a great movie. Donc il a répondu qu'il a eu déjà une grande chance de pouvoir travailler avec les plus grands directeurs selon lui. Et pour lui, on sait toujours que ça va être un grand succès quand on lit le script et quand on voit l'équipe qui évolue au niveau de ce projet. Tous les gens
faisant partie de ce projet vont permettre au succès. Donc, par exemple, pour Retour vers le futur, en lisant le script, il a directement compris que ça allait être une des plus belles choses créées. Merci Kevin. Moi j'aurais une question pour Kevin, je voudrais savoir s'il a éprouvé des difficultés sur certains projets. Est-ce qu'il y a, on sait par exemple que le requin dans Jaws, les dents de la mer, ne fonctionnait jamais, et pourtant on voit le film tel qu'il est maintenant, c'est un chef-d'œuvre quand même de la pop culture, et ça n'a pas entraîné justement l'échec du film. Est-ce que lui a déjà éprouvé des difficultés sur certains films? So the question is, for some movies, did you have like some real big difficulties to shoot the movies and everything? Ça veut dire non. Movies are made with time and money, and you have to have both together. If you waste the time, you'll run out of money. So it's always that rush, it's always that race, it's always that you have to get the work done right. Nothing can go wrong. And when you're doing special effects work, everything can go wrong. So you really have to be on your game, and you have to watch everything so nobody gets hurt. That's rule number one. And there's no setback where a take doesn't work right or something that they have to go and start all over. Did that answer the question? Il dit que le plus important pour la réussite d'un film, entre guillemets, ça va être le temps et l'argent. Donc il faut toujours faire attention surtout pour les effets spéciaux, toujours déjà faire attention à la sécurité, c'est une première chose super importante, mais aussi qu'à tout moment ça peut échouer, quelque chose qu'on a, une idée qu'on a, la prise peut ne pas être bonne et donc devoir recommencer, c'est donc forcément coûter de l'argent. Donc c'est surtout lier les deux qui peut être compliqué dans certains tournages de films. Très bien. Est-ce qu'on a une dernière question, s'il vous plaît, pour Kevin? Une dernière question pour lui. N'hésitez pas. Oui? Ah, vous avez levé la main, j'ai vu. Donc c'est bon. Hello, thank you. Hello. So yes, in Back to the movie, Back to the Future movie. I'm so sorry. Like, where does these ideas come from? Okay, you are traveling on time, or all of these of the effects on the lightning and this fire coming after you time travel and so on. Like, where does that come from? Like, you thinking physics is really happening at time travel like this? Like, why this effect? So time travel is real, but when you're making a movie about it, you have to display it in a way that it's realistic. If you watch older time travel movies, you say, oh, that couldn't happen. They would never do that. That doesn't work. But if you watch Back to the Future, it seems to make sense. And people think that the time travel value helped make that movie, helped tell that story. And they did a really good job of putting that script together. I hope that answers your question. Donc il dit que le voyager dans le temps est réel, mais dans un film, quand on parle de voyage dans le temps, il faut le rendre le plus crédible possible. Quand on regarde d'anciens films sur le voyage dans le temps, c'est jamais crédible. On se dit, mais ils n'auraient jamais fait ça, c'est pas possible, c'est impossible. Alors que quand on regarde dans
Retour vers le futur. On a parking lot in a mall, a big shopping center, with brand new macadam, brand new floor, right? And we went to look at it. It hadn't even opened yet. And we started talking about we're gonna shoot here, shoot here, shoot here, shoot here, right? And so then they said, well, we're gonna make these trails of fire come out of the car. What? The location manager said, no, this is brand new. You can't burn on this. And then the DP said, and it's going to be even harder because it's going to be wet down to reflect all the lights of all the buildings around it. And then the next day, the mall people painted the parking lines on the floor so you could park your car in a space. And the director went nuts. He goes, how can I match where I have to put the car now every single time because you've committed me to being in this space or sideways to that space. But my job was to figure out how to make fire that could go on water that would not burn the macadam. We spent 5 days with 5 guys and we mixed every single chemical that we could figure out which would make something that wasn't hot. Fire's hot, but it wasn't hot because they're going to stand in it and the car tires are going to be in it. The dog's going to be there. And we played and lit stuff in my parking lot for a week. And we finally came up with a solution that when we lit it, it was orange, like it was hot. And then it has evaporated. It got cool because of the alcohol property that we infused into it, and it turned blue. And that was a complete gift to the story about a car that goes out hot and comes back cold. And when I showed that to Robert Zemeckis, he went nuts. He goes, that's it, that's what we're doing. And we made a machine that we could lay down strips of fire, light them up, and shoot the camera and make it work. You could put your hand right down to it and it wouldn't burn you. Didn't burn the macadam. It could burn on water, and it gave a big, bright appearance, and it made that car look faster than hell. Donc il raconte une anecdote, Retour vers le futur. En fait, pour une des scènes, avec le directeur, ils sont allés dans un nouveau centre commercial pour un nouveau lieu de tournage. Tout était neuf, le sol était neuf, la voiture était, la Delorean était garée. Et donc ils étaient en train déjà de se projeter à savoir où est-ce qu'ils allaient filmer. Ils étaient là en mode, bon bah maintenant il faudra mettre des traces de feu au niveau du sol. Et là le manager du centre commercial a dit, mais c'est neuf. Je dis non. Vous allez rien brûler, c'est pas possible, c'est neuf. Et le problème, c'est que le lendemain, ils avaient en fait peint les lignes de parking des places de voitures. Donc c'était le directeur en train de se dire, mais donc là, vous m'obligez à chaque prise devoir me remettre au même endroit, toujours les mêmes lignes, les mêmes places de parking. Donc c'était vraiment un casse-tête. Et donc la mission de Kevin, c'était trouver une façon, parce que aussi il fallait qu'il recouvre le parking d'eau légèrement pour faire un effet en fait au niveau des lumières. Donc Kevin devait faire en sorte que quelque chose brûle sur de l'eau, mais qui ne chauffe pas pour ne pas faire fondre les pneus. Donc ils ont passé 5 jours avec 5 gars à réfléchir, à mélanger plein de produits, faire en sorte de trouver cette solution. Ils ont essayé dans son parking à lui vraiment plein de choses jusqu'à ce qu'ils réussissent à trouver la solution. Ils ont réussi à trouver, donc ils ont réussi à faire du feu orange qui, quand refroidit un petit peu, devient bleu et il n'y a plus de chaleur. Grâce à l'alcool qu'ils ont utilisé, ce sont juste des flammes bleues qui sont froides. Les amis, ça c'est de l'anecdote. Applaudissements s'il vous plaît pour Kevin Pike qui était avec nous pour cette conférence effets spéciaux générale. Vraiment
et qui finalise cette première journée Thank you, de Paris everybody. Manga. Thank you. Thank you, Kevin. Always feel free to ask me questions. I'm available. You can go online. You can look me up, Wikipedia, IMDb, Facebook. My number's there. My phone number's there. My email's there. I love answering questions that people like because they deserve a chance to see what goes on behind the scenes that they don't know. And they're always so hungry for the answer. And I'm happy to give it. Thank you very much for having me. Thank you. Il a dit n'hésitez pas à venir lui poser des questions, il sera toujours là pour répondre à vos questions. Si vous regardez sur Wikipédia, sur Facebook, il y a son numéro, son adresse mail. Donc vraiment, en fait, il prend un pur plaisir à répondre à toutes vos questions parce qu'il sait très bien, en fait, il sait que beaucoup de gens ont ce besoin en fait de savoir. Vous avez le droit de connaître tous les détails cachés de tous ces films, tous ces grands chefs-d'œuvre, on va dire. Donc vraiment, n'hésitez pas. Il a comme une perche à Boris là. Ouais.